La République de Croatie proclame son indépendance et demande sa reconnaissance internationale. Pozivamo sve vlade I parlamente svih država da prihvate I priznaju čin slobodne odluke hrvatskog naroda, čin slobode kojim još jedan narod hoće postati punopravnim članom međunarodne zajednice slobodnog svijeta. Les sourires des dirigeants croates masquent pourtant une grande inquiétude. Ils craignent que la puissante Serbie, la plus grande des républiques yougoslaves, ne les écrase. Le même jour, sa voisine, la Slovénie, déclare aussi son indépendance. Et plus audacieux, les Slovènes chassent immédiatement les douaniers yougoslaves de leurs frontières avec l'Italie et l'Autriche. Willkommen in Slowenien. Willkommen, ja, danke. Haben Sie Pass? Ja. La Yougoslavie peut-elle laisser sa république la plus riche et la plus à l'ouest faire ainsi sécession? Gospod predsjednik, 6. teritorijalne obrane je postrojena u čast Republike Slovenije kot samostojne države. Le président slovène passe ses miliciens en revue. Il sait qu'il en aura peut-être bientôt besoin si l'armée fédérale tente de reprendre le contrôle du pays. Après la cérémonie, je suis rentré chez moi et j'étais en train d'écrire mon discours pour le congrès, prévu pour le lendemain, quand le téléphone a sonné. C'était mon assistant qui m'a dit « Les chars font mouvement ». Il m'a téléphoné pour avoir une explication. Il m'a demandé « Général, êtes-vous en train de lancer une attaque contre la Slovénie ?» J'ai dit « Les chars sont dans les rues et se dirigent vers Ljubljana ». Monsieur le Président, ai-je répondu, nous n'avons aucune intention de vous attaquer. Il m'a dit « Les chars? Quels chars? On vous a mal renseigné, vous pouvez aller dormir ». Il y a bien des chars fédéraux en Slovénie, mais le président a des raisons de penser que son pays ne sera pas inquiété. Car 2 mois plus tôt, il a eu une discussion surprenante avec le seul homme de Yougoslavie que l'armée écoute. Le président slovène avait décidé qu'il valait mieux quitter la fédération yougoslave, faire sécession. Le président serbe lui a alors fait une offre alléchante. Il soutiendrait la sécession slovène si, de son côté, la Slovénie appuyait son projet, permettre aux millions de Serbes qui vivent dans toute la Yougoslavie de faire sécession et de s'unir à la mère patrie serbe. Milosevic m'a pris par le bras et m'a dit « Nous savons tous les deux ce qui va se passer. Vous les Slovènes, vous voulez faire sécession, alors faisons un marché. » Réécrivons la Constitution et étendons le droit de faire sécession non seulement aux républiques, mais à tous les groupes ethniques. Mais Kučan se méfie. Avec Milosevic, on n'est jamais sûr de rien. Offrez-lui un doigt et il vous prendra le bras. Kučan ne veut pas tout risquer sur la parole de Milosevic. À 5 heures du matin donc, il convoque ses ministres dans les bureaux présidentiels. Ils doivent décider s'ils combattront ou non l'armée fédérale. La guerre semblait inévitable et je ne savais pas si nous y étions préparés. Personne ne parlait. On évitait tous de se regarder. Ça a semblé une éternité, mais en fait, ça n'a duré que quelques minutes.
Aucun de mes ministres ne voulait s'engager. Kučan a juste dit « Ok, c'est décidé ». Predsedstvo Republike Slovenije je danes ocenilo razmere, ki so nastale v naši republiki po nočnih premikih enot jugoslovanske armade. L'armée a uniquement prévu de reprendre les postes frontières et ne s'attend à aucune résistance. Elle n'a déployé que 2000 appelés inexpérimentés, divisés en petits groupes pour accomplir leur mission. C'est une erreur tactique. Chaque unité est maintenant vulnérable. La Slovénie mobilise 35 000 policiers et miliciens qui ont vite fait de les encercler. Les troupes fédérales étaient tributaires de nos infrastructures. Leurs casernes étaient séparées de leurs entrepôts. On a donc pu couper leurs moyens de communication. Les Slovènes bloquent toutes les grandes routes du pays et les milliers de soldats yougoslaves sont pris au piège dans leurs casernes. Hier, ils étaient là pour protéger les Slovènes. Aujourd'hui, ils sont leurs otages. Šta kaže, jel znate sve podatke protiv koga se borite i sve to? Znam, samo znam da pucaju na nas, ništa više. Ne znate ko puca? Pucaju ovi teritorijalci, koji drugi. A znate li zbog čega se vodi ova rat, ova bitka? Otko znam, šta znam, ovi, koliko ja kužim tu, ovi kao hoće da se odcijepljuju, a mi kao ne damo. On était complètement pris à contre-pied. Des officiers comme ce colonel, un Serbe, qui a servi pendant 40 ans en Slovénie, voient l'œuvre de leur vie détruite. Je ne pouvais pas croire qu'un soldat slovène me tirerait dessus. J'étais naïf. Je croyais que le pays que nous servions tous était indivisible. L'armée tente de forcer les barricades slovènes et de ravitailler par les airs ces soldats encerclés. Les Slovènes enfoncent le clou. Je n'aurais pas pu être plus clair vis-à-vis de l'armée. Si un de vos hélicoptères survole la ville, nous l'abattrons. On a envoyé un hélicoptère de mon régiment pour aller chercher du ravitaillement. Quand il a été touché, on l'a entendu. On l'a senti s'écraser au sol. L'hélicoptère transportait seulement du pain pour les soldats yougoslaves. Le pilote, qui gît sans vie parmi les débris, était un Slovène qui servait dans l'armée fédérale. Ça a été un coup très dur, quand j'ai compris que tout était fini. The new order in Europe faces its first test. As Yugoslavia's army moves to crush Slovenia's democratic bid for independence, should the rest of Europe stand aside? Au Luxembourg, les dirigeants de la communauté européenne sont réunis pour un sommet. Voulant montrer qu'ils peuvent faire face à un conflit régional sans l'aide des Américains, ils ont tout abandonné pour s'occuper de la crise. The first prize is to hold the federation together in Yugoslavia, but at the moment we face an emergency situation. La communauté envoie à la hâte une mission composée de 3 ministres des Affaires étrangères pour convaincre la Slovénie et la Croatie de faire marche arrière. Ils pensent que les républiques rebelles les écouteront dans l'espoir d'une reconnaissance internationale. On reconnaissait et on approuvait leur déclaration d'indépendance. Mais pour une reconnaissance formelle, il faudrait attendre 3 mois, durant lesquels on allait négocier.
La Slovénie étant maintenant zone de guerre, ils se rencontrent en Croatie, fraîchement indépendante. C'était étrange. Tudjman, qui faisait là sa première grande apparition sur la scène internationale en tant que président de la Croatie, avait prévu un dîner. Or, on est arrivé à 3 heures du matin. Mais il tenait absolument à être l'hôte parfait. Et nous nous sommes donc installés pour un dîner d'apparat à 3 heures du matin. Avec serveurs en jaquette, les plats se succédaient. Comment dire? Les convenances, le cérémonial, l'étiquette, tout était respecté. Alors que nous avions une crise sur les bras. Quand le président Kučan est arrivé, l'atmosphère a changé. Il était dans l'œil du cyclone, il était nerveux et peu disposé à manger tous ses plats. Cela faisait des jours que je n'avais pas dormi et ça se voyait. J'avais eu des entretiens avec chacun d'entre eux en d'autres occasions. Quand M. Pos du Luxembourg m'a demandé « Que se passe-t-il ?», je lui ai répondu « Nous sommes en guerre ». Les ministres européens ont bientôt des raisons de se réjouir. Ils ont arrêté une guerre en Yougoslavie. Les Slovènes ont accepté de cesser le feu et de négocier. I think that we achieved the main aim of our mission, which is bringing about a de-escalation of the situation. Mais l'armée fédérale et les Slovènes poursuivent les combats. Les plus à plaindre, ce sont les soldats yougoslaves. J'ai appelé l'état-major et j'ai demandé au général qui était de service « Que se passe-t-il? On est une armée ou pas? Faites quelque chose. Nos hommes sont tués. Nous perdons des hélicoptères. Si on est une armée, on doit agir. Sinon, il faut battre en retraite. » La décision doit être prise à Belgrade, capitale de la Serbie et de la Yougoslavie. Le ministre de la Défense propose à la présidence fédérale de lancer une attaque militaire massive. Nous avons demandé au ministre ce qu'il entendait par une attaque militaire massive contre la Slovénie. Il nous a répondu qu'il utiliserait l'aviation, l'artillerie, les chars. Une attaque massive. On pouvait reprendre le contrôle absolu en 24 heures et procéder à toutes les arrestations nécessaires. Ils nous ont dit qu'il fallait s'attendre à un nombre élevé de victimes. Les membres de la présidence sont sur le point d'autoriser l'attaque. Il leur faut juste l'accord de la plus puissante des républiques, la Serbie. Mais ils vont avoir une surprise. Je l'ai dit sans détour, nous ne voulions pas de guerre avec la Slovénie. La Serbie n'avait aucune revendication territoriale là-bas. C'était une république ethniquement pure, sans Serbes. Et ça nous était complètement égal qu'elle quitte la Yougoslavie. Il a proposé le retrait de l'armée de Slovénie jusqu'aux nouvelles frontières. Personne n'a plus dit un mot. Nous sommes des soldats, vous savez. C'était un ordre de notre commandement suprême. Et je n'avais pas à le discuter. À contre-cœur, les généraux mettent fin au combat en Slovénie. Les ambitions de la Serbie sont ailleurs. J'étais contre l'utilisation de l'armée fédérale en Slovénie. On aurait été trop dispersés. Mais une fois débarrassés de la Slovénie, on pouvait dicter nos conditions aux Croates. Et effectivement, le président serbe affirme ses intérêts légitimes en Croatie. Ce soir-là, j'ai eu une discussion en privé avec Milosevic. Et je me souviens très bien d'une chose qu'il m'a dite. La Croatie ne peut pas s'en aller comme ça. 600 000 Serbes y vivent.
Si l'on accorde aux Croates le droit de quitter la Yougoslavie, ils ne peuvent refuser à d'autres le droit de choisir. Les Serbes voulaient rester au sein de la Yougoslavie. Il a dit, ces 600 000 Serbes et leur territoire doivent nous revenir. Sinon, nous ne laisserons pas les Croates partir tranquillement et normalement. À la différence de la Slovénie, la Croatie a une importante minorité serbe. C'est ici, à Vukovar, près de la frontière avec la Serbie, que va véritablement commencer la guerre de Yougoslavie. Les nationalistes serbes de Croatie ont déjà pris le pouvoir dans une douzaine de villages. Ils veulent les relier et expulser les Croates qui se trouvent sur leur chemin. Ensuite, ce mini-État purement serbe pourra rejoindre la mère patrie. Premier pas vers la création d'une nouvelle Yougoslavie gouvernée par et pour les Serbes. À cette fin, les alliés extrémistes du président Milosevic s'emploient à nourrir les affrontements entre Serbes et Croates. Srpstvo je u samim korenima ugroženo. Ustaške horde atakuju na srpska sela, na srpske žene i decu. Ustaške horde nastoje da dovrše ono genocid nad srpskim narodom. 91. godine. Cette année-là, nous avons lancé une campagne massive pour recruter des volontaires. Et nous les avons envoyés dans la zone de danger, en Croatie orientale. L'homme chargé d'arrêter ces intrusions serbes est le chef de la police de Croatie orientale, Josip Rajšelkir. Il est à la tête d'1 millier d'hommes armés, seule présence militaire croate dans la région. Mais Kir refuse de prendre le chemin de la confrontation. Et il fait tout pour que Serbes et Croates continuent à vivre ensemble. Je voyais régulièrement Josip Kir. Chaque fois que les Serbes mettaient en place un barrage routier, Kir y allait. Il ouvrait sa veste et disait « Je ne suis pas armé ». Et en général, il les persuadait de lever le barrage. Mais Kir a en face de lui un adversaire résolu en la personne du dirigeant local du parti. L'aile nationaliste du parti croate au pouvoir est aussi extrême que son équivalent serbe. Le chef du parti est arrivé de Zagreb avec une délégation de ministres du gouvernement et a demandé à mon mari de les conduire à Borovo Selo. Borovo Selo est un faubourg de Vukovar, la principale ville sur la rive croate du Danube. Une cible privilégiée pour les nationalistes serbes. Dans le centre, la population est un mélange de Croates et de Serbes. Mais les faubourgs sont majoritairement serbes et les extrémistes érigent des barricades pour en interdire l'accès aux Croates. Mon mari a dû conduire dans le brouillard pour arriver là-bas. Une fois sur place, ils ont assemblé un lance-roquettes. Josip n'en croyait pas ses yeux. Ils ont lancé 3 roquettes sur Borovo Selo. La première a suivi la trajectoire prévue. Elle a atteint un tracteur qui servait pour un barrage. La deuxième a dévié dans un champ de maïs et la troisième a atteint une maison dans la ville. Cet acte de provocation a été commis par certains des alliés politiques les plus proches du président Tudjman. D'autres membres de son cabinet ne vont pas tarder à le découvrir. Plus tard, Kir m'a dit qui avait fait ça. Le groupe était conduit par M. Souchak, l'actuel ministre de la Défense, et mon propre ministre adjoint en faisait partie. Souchak, récemment rentré d'exil au Canada, dirige la branche extrémiste du parti. Son attaque nocturne au lance-roquettes n'intimide nullement ses victimes serbes de Vukovar, lesquelles se tournent aussitôt vers Belgrade pour demander protection. Borovo Selo m'a demandé d'envoyer mes volontaires. Les Serbes là-bas voulaient une protection 24 heures sur 24.
La police de Milosevic nous a donné des armes. Les Serbes des faubourgs de Vukovar capturent 2 policiers croates. Les Croates ripostent. Les Croates ont descendu la rue principale. 2 bus remplis de policiers croates fortement armés pénètrent avec assurance dans le bastion serbe et se jettent droit dans une embuscade. Pendant la première demi-heure, ça a été incertain. Ensuite, mes hommes ont écrasé les Croates. 12 policiers croates sont tués, 22 blessés. Cette nuit-là, la Croatie laisse éclater sa fureur. La foule brûle les drapeaux yougoslaves, symbole pour elle de la Serbie. Što se tiče situacije u kojoj smo našli, Ministarstvo unutrašnjih poslova naredit će mobilizaciju rezervnog sastava u kriznim područjima. Mi ćemo znati obraniti svaki pedak hrvatske zemlje. Alors que Croatie et Serbie s'acheminent vers la guerre, les extrémistes prennent les commandes. Les bellicistes proches du président Tudjman sont déterminés à mettre un terme au travail de maintien de la paix de leur chef de la police, Rajšeljkija. Ils décident de se débarrasser de lui. Mon mari a dit au ministre de la police qu'il était à bout, qu'il n'en pouvait plus. Il m'a dit, « Monsieur le ministre, aidez-moi, on va me tuer. Transférez-moi dans la capitale, j'accepterai n'importe quel poste. » Je lui ai répondu, « Allons, qui, reprenez-vous. » Et nous avons bu un whisky. Mais il a continué, « Sauvez-moi !» Alors je lui ai demandé qui lui en voulait. Et il m'a répondu, le dirigeant local du parti. Et ici, dans la capitale, le ministre Souchak et son entourage. Le ministre de la police accepte de muter Kir à Zagreb. Mais le jour de son départ, un autre incident se produit. Et Kir part calmer le jeu une dernière fois. On l'attire vers l'un de ses propres barrages de police. Curieusement, le commandant est absent. Et un membre du parti au pouvoir, un Croate du nom de Gudel, lui barre le passage. Gudel a vidé son chargeur sur la voiture. Mon mari a reçu 16 balles. Ça a été sa récompense pour tous ses mois de travail et d'effort. Gudel était un policier de réserve. Ce qui paraît absurde, c'est que 2 ou 3 jours plus tôt, il était venu voir Josip pour avoir une arme. Et Josip lui avait donné une Kalachnikov. Et c'est avec cette Kalachnikov qu'il l'a tué. Deux jours plus tard, une colonne de chars de 36 km de long quitte Belgrade pour la frontière croate. Elle arbore le drapeau yougoslave, mais de plus en plus, cette armée est celle du président serbe Milosevic. Elle affirme qu'elle est une force de maintien de la paix neutre et que les Serbes de Croatie ont besoin de sa protection. Elle a le soutien des médias serbes. L'un des officiers envoyés pour protéger les Serbes est le colonel Mladic, qui plus tard commandera l'armée des Serbes de Bosnie. Mais les Croates ne trouvent pas le colonel aussi équitable qu'il le prétend lorsqu'il arrive dans le petit village de Kijevo. Kijevo avait une population croate, mais il barrait le chemin vers nos villages serbes.
Comme les Croates refusaient de nous laisser les ravitailler, je leur ai lancé un ultimatum. L'ultimatum est adressé aux policiers de Kievo, des Croates comme le reste des villageois. Il exige qu'ils quittent leur poste. Devant leur refus, le colonel Mladic ordonne à l'armée régulière yougoslave d'engager le combat. C'est la première fois qu'elle se bat aussi ouvertement pour la cause serbe. Elle pilonne les Croates jusqu'à leur soumission. U Kijevu otićete i tamo. Tučena je svaka kuća vatrom iz svih sredstava jedinice iz koje je pružan otpor. Nije tučen ni jedan cilj, niti je tučena ni jedna kuća da bi se kuća srušila. Une fois l'armée victorieuse, les Serbes locaux entrent en scène. Franchement, on était militairement plus fort que les Croates. Bien sûr, quelques maisons ont été brûlées, mais c'est toujours comme ça avec l'artillerie. Le drapeau yougoslave est hissé à mesure que l'armée prend les villes croates les unes après les autres. Mais si les Serbes disposent de l'artillerie lourde, ils sont face à une difficulté. Chaque grande ville de Croatie a une caserne de l'armée yougoslave, que les Croates assiègent. Mais l'armée de ceux-ci est réduite. Le président Tudjman choisit donc avec soin le lieu où il les arrêtera. Nous avons établi notre résistance à Vukovar pour protéger les villes qui se trouvaient après. Si nous laissions les Serbes entrer dans Vukovar, c'était une catastrophe pour la Croatie. Alors nous avons mis tout ce que nous avions pour la défendre. À Vukovar, les conscrits yougoslaves désertent en masse. Milosevic doit donc renforcer son armée avec des bandes de voyous nationalistes. Ovo je najjače ustaško uporište, kad padne Vukovar, ustaše nemaju šansi i razume se, onaj ko je došao ovde dobrovoljno da se bori, taj zna zbog čega je došao i zašto se bori i njega ne treba ubeđivati da ide u borbu. Le régime en Serbie a vu combien nous étions utiles. Il a fourni une caserne entière à mes volontaires. La Serbie a tout fait pour nous. Les volontaires ont eu des uniformes, des armes et des moyens de transport jusqu'au front. Les milices vont des bandes de repris de justice aux fanatiques de la cause serbe. Je suis allé en Croatie pour enseigner l'idéologie à notre peuple, mais je me suis retrouvé commandant sur le front. En temps de guerre, c'était mon devoir de nationaliste serbe. Les miliciens serbes de Bokan s'emparent du village de Vocin en Croatie orientale. 1500 personnes y habitent. Quand les soldats croates le reprennent, ils trouvent ceci. Les hommes de Bokan ont tué 48 civils croates. Ils leur ont tiré dans la tête et dans les yeux, les ont tués à coups de hache, ou brûlés vivants et exposés en guise de message pour les autres Croates. Il faut choisir son camp, héros ou lâche. Le monde dira-t-il que vous êtes un criminel de guerre ou le combattant d'une cause juste? La nation vous honorera-t-elle ou vous stigmatisera-t-elle comme un déserteur? La terreur est calculée pour chasser des populations entières. C'est ici que commence la désormais célèbre purification ethnique. Les Serbes en sont les principaux auteurs
mais pas les seuls. Ces femmes et ces enfants sont croates. Ce vieil homme est serbe. Tous sont de Vukovar, mais ils partent dans des directions opposées. La communauté européenne s'était donné 3 mois pour régler la crise. 2 ont passé et la violence n'a fait qu'empirer. À présent, les 6 républiques yougoslaves sont convoquées à la table des négociations. Mr. Chairman, Excellencies, the Yugoslav crisis, which is the reason for convening this conference, is the result of unilateral secessionist policy, first of Slovenia, then of Croatia. Nema osnove za sprečavanje hrvatske samostalnosti pozivom na Jugoslavenski ustav iz 1974. jer je on narušen od Srbije ukidanjem autonomije. Postojao je lijep scenario. Quel spectacle! Les ministres de la communauté européenne présidaient, et nous étions assis là, les 6 dirigeants tribaux de la Yougoslavie, à nous dévisager avec plus ou moins de haine. Having heard some of the remarks made this morning, it's quite clear that there are considerable difficulties ahead. Nous avons décidé de voir les personnes qui comptaient vraiment, le président Milosevic et le président Tudjman, de les mettre à la même table pour commencer à discuter de ce que serait l'organisation future. Lors de cette réunion, Milosevic a insisté sur le fait que si les Croates avaient droit à un État indépendant, les Serbes avaient eux aussi le droit au même choix. Il a dit que les Serbes de Croatie devaient avoir le droit de s'unir à la Serbie. Égalité de traitement, droits de l'homme, pas de discrimination. C'est pour cela que nous soutenions les Serbes à l'extérieur de la Serbie. J'ai parlé au président Milosevic et je lui ai demandé, seriez-vous prêt, par exemple, à accepter l'indépendance de la Croatie, sous réserve, bien sûr, du respect des droits des Serbes qui vivent en Croatie? Seriez-vous prêt à accepter cela? Il a répondu oui. Je lui ai posé la question plusieurs fois et il a dit oui. Lord Carrington entreprend de transformer cet accord verbal en un plan pour l'ensemble de la Yougoslavie. Mais Milosevic est-il sérieux? Les ministres européens des Affaires étrangères en doutent. Il a été rapidement clair pour moi que les Serbes étaient en train de gagner du temps pour pouvoir poursuivre la guerre. Les Allemands ont de bonnes raisons de douter. Nullement impressionnés par les plans de paix, les généraux de Milosevic bombardent l'ancienne ville fortifiée de Dubrovnik. À son retour, il lui propose un moyen plus rapide encore de terminer la guerre. Nous avions tout planifié jusqu'au moindre détail. Nous allions prendre la capitale croate grâce à une attaque sur 2 fronts. En 48 heures, nous prendrions Zagreb et il n'y aurait plus de Croatie. Mais une campagne aussi flagrante comporte le risque de sanctions, voire même pire. Milosevic convoque son cabinet de guerre composé de Serbes et de leurs alliés, les Monténégrins. Ou nous acceptions le plan que la communauté européenne préparait, ou nous continuions à nous battre, et nous risquions une intervention extérieure. Nous avons fait remarquer que si nous choisissions la guerre totale avec la Croatie, les Croates feraient appel à l'Allemagne, à l'Autriche, à la Hongrie et à Dieu sait qui encore. Nous n'avions pas de tels alliés. Les Russes nous avaient dit qu'ils ne pouvaient pas nous aider. Milosevic fait valoir que le plan élaboré par Lord Carrington permettra à la Serbie d'obtenir ce qu'elle veut. Il était évident que nous devions accepter le plan Carrington. Ce plan sera la dernière proposition pour un règlement global de la crise yougoslave.
il aurait peut-être pu éviter le bain de sang à venir, non seulement en Croatie, mais aussi en Bosnie. Son auteur l'envoie aux membres de la présidence yougoslave et les invite à venir à La Haye. Carrington voulait éviter toute manœuvre ou argutie de procédure. Il a donc ouvert la conférence immédiatement et a donné la parole à Milosevic. Il a soulevé toutes sortes de problèmes juridiques. Est-ce qu'on pouvait ainsi démembrer la Yougoslavie, etc. Bref, tout ce qui était possible et imaginable. Il était clair qu'il faisait marche arrière. Milosevic rejette le plan Carrington, car celui-ci comporte une modification apparemment mineure et pourtant cruciale. Milosevic avait accepté que la Croatie devienne indépendante parce qu'il pensait obtenir ce qu'il désire plus que tout, le maintien des autres républiques au sein de la Yougoslavie. Or, le plan Carrington stipule maintenant que chaque république doit au préalable devenir souveraine et indépendante. Milosevic mesure toute la portée de cette clause. Il va automatiquement perdre son emprise sur les autres républiques. Je peux vous dire une chose. Le document qu'ils nous ont présenté était absolument inacceptable. C'est très difficile de savoir ce qu'il reprochait tant au texte. Aucun de ces arguments n'était fondé. La raison était évidente. D'un simple coup de crayon, il proposait de dissoudre la Yougoslavie. Il n'en avait pas le droit. Pour Milosevic, la survie de la Yougoslavie est essentielle. Il a accepté de transiger sur les Serbes en Croatie, mais il est déterminé à garder le reste des Serbes unis, dans sa République de Serbie et dans la petite République alliée du Monténégro, et surtout en Bosnie, où vivent 1,5 million de Serbes. S'il laisse partir la Bosnie, comment atteindra-t-il son objectif d'un seul État pour tous les Serbes? J'ai fait un tour de table après le refus de Milosevic en demandant à tous les autres s'ils étaient prêts à donner leur accord. La Bosnie-Herzégovine a été la première à voter, ensuite la Croatie, la Macédoine. La Yougoslavie dans laquelle vivraient tous les Serbes fond comme une peau de chagrin sous les yeux de Milosevic. Les uns après les autres, les présidents approuvent le plan et votent en faveur de l'indépendance. Bientôt, la Serbie n'aura plus de république avec laquelle rester fédérée. Mais Milosevic ne risque rien. Si une seule autre république dit vouloir rester au sein de la Yougoslavie, l'État survivra. Et il est certain de pouvoir compter sur son allié, le président du Monténégro. Il se trompe. J'ai dit que je ne voyais aucun défaut à ce plan. Il nous permettait de préserver nos intérêts et garantissait ceux des autres. C'était un excellent moyen d'arrêter la guerre. Ça a été un choc. Le silence était tel qu'on aurait pu entendre une mouche voler. C'était une surprise totale. Milosevic était déconcerté et nerveux, en état de choc. Blessé, Milosevic quitte la Réunion et en appelle à sa base. Il adresse un message clair au peuple serbe de toute la Yougoslavie. C'était notre plus grave crise politique. Durant tout le retour, les dirigeants serbes complotent. Nous n'avions pas le choix. Il fallait que le Monténégro recule. Cette nuit-là, le téléphone s'est mis à sonner. C'étaient tous les poids lourds de la politique. Ils n'ont pas arrêté de me harceler. Vas-tu ainsi trahir le peuple serbe? Ça a duré toute la nuit. Ils ont proféré toutes sortes de menaces.
Narodna stranka Crne Gore zatražila je vanrednu sednicu Crnogorskog parlamenta zbog toga što je Momir Bulatović potpisao haški dokument. Očekujemo da će njegove usvoji odluke njihovu deklaraciju kojom se potpis Momira Bulatovića na haški dokument osuđuje kao separatistička odluka kojom se deli jedinstveni. Ja ne mogu zauzeti drugi stav nego da taj haški dokument ne potpiše. Ako je kriterijum dobre vlasti u Crnoj Gori i od naroda prihvaćene vlasti poslušnost i apsolutna identičnost s onim što dolazi iz Beograda, onda ovom narodu ne treba vlast. Mais le Monténégro est bien un satellite de la Serbie. Le président Milosevic convoque son dirigeant à Belgrade. Bakočević je direktno pitao Nous lui avons demandé carrément combien t'a-t-on offert, combien as-tu été payé pour abandonner la Yougoslavie? povoljniju poziciju nego da ostanete u Jugoslaviji. De fait, le ministre italien des Affaires étrangères a donné au Monténégro une excellente raison pour lâcher la Serbie. C'était un important programme d'aide de 30 à 40 milliards de lire, ce qui était beaucoup d'argent pour un petit pays comme le Monténégro. Et il était très intéressé par l'établissement de relations économiques avec la communauté européenne. Il considérait l'Italie comme le moyen pour le Monténégro d'accéder à l'Europe. Bulatović n'a pu le nier. Il a dit oui, nous avons eu des pourparlers avec les Italiens. Ils ont dit que si nous acceptions le plan, nous serions gagnants. Les Serbes donnent le choix à Bulatović: affronter un scandale public et le désastre politique, ou envoyer une lettre à Carrington en changeant en non le vote du Monténégro sur son plan. Ça a été une réunion très tendue. Bulatović transpirait à grosses gouttes. Nous lui avions écrit un texte. Il a fini par le signer et l'a envoyé à Carrington. Dès que j'ai eu signé cette lettre, ils ont cessé de dire que j'étais un traître. Le plan Carrington est désormais enterré et Milosevic peut entreprendre de terminer sa guerre en Croatie. Il a conquis la plupart des territoires qu'il convoitait, mais une ville s'acharne à résister. Le haut commandement serbe envoie son plus prestigieux général conduire l'assaut final sur Vukovar. Nous avions décidé de ne pas mener une bataille de rue. Nous allions prendre Vukovar à l'arme lourde. Vukovar est une ville ancienne. La plupart des maisons sont en matériaux peu solides. Depuis 2 mois, les Croates forcent les Serbes à se battre pour chaque mètre de terrain. Le président Tudjman considère que la ville est perdue, mais qu'elle peut encore jouer un rôle. Car la Croatie n'a qu'un seul ami en Europe, l'Allemagne. Pour être reconnue, il lui faut le soutien d'autres pays. La Croatie était pratiquement seule au monde en quête de reconnaissance internationale. Le problème a duré jusqu'à ce que les Serbes encerclent Vukovar. La population de Vukovar est tributaire d'un ravitaillement au compte-gouttes qui doit traverser clandestinement les lignes ennemies. Mais celui-ci se tarit. Le commandant croate décide donc d'en appeler personnellement à son président. Il traverse lui-même les lignes serbes qui encerclent la ville. On a eu de la chance que le brouillard tombe. Il y avait juste une pluie très fine.
On a traversé les champs de maïs en gardant la tête baissée. On a mis 13 heures. On a perdu 2 de mes hommes en route. Quand j'ai parlé au président, je l'ai imploré pour qu'on ait de l'artillerie lourde. J'ai donc donné l'ordre que l'approvisionnement minimum nécessaire soit envoyé à Vukovar. Mais quand le commandant croate retourne au front, il ne voit aucune arme arriver. Il s'adresse alors à la presse et accuse ses propres dirigeants de sacrifier Vukovar pour obtenir un soutien international. Je ne dis pas que le président n'a pas envoyé d'approvisionnement, mais le fait est qu'on n'a rien reçu. Les Serbes sont maintenant assurés de mettre Vukovar à sac. Mais son agonie va donner à l'Allemagne un argument de poids au sein de la communauté européenne. The Germans bludgeoned the rest of the community into recognizing the rebel republics. They'll recognize Slovenia and Croatia on Thursday, regardless. Es hat sehr viele Spekulationen gegeben. Die Bundesregierung könne in dieser Frage isoliert sein. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Verhandlung und ich sage, das Ergebnis übertrifft die Erwartungen, die wir hatten. Pour finir, Vukovar tombe aux mains des Serbes. Ils contrôlent désormais un tiers de la Croatie. Le prix payé par les deux camps est de 15 000 morts et un demi-million de réfugiés. Voici Vukovar, juste après sa chute.